Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur cet épisode cette semaine. Encore merci d'être là et fidèle au post sur Money Tree. Comme chaque semaine, le mercredi avec un invité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Aymeric Evenot. Salut Aymeric. Salut Julien. Comment vas-tu ? Bah écoute, ça va très bien. Je suis ravi que tu m'aies invité pour participer à cette émission. Voilà. Bah écoute, je suis aussi ravi de t'avoir ici, bien évidemment. D'autant qu'on va parler d'un sujet qui me semble important et que j'ai jamais traité jusqu'à présent sur le Mhm. podcast, qui est l'investissement immobilier avec une volonté de défiscalisation, notamment. Et ce sont des sujets qu'on décrit souvent dans le monde de l'investissement immobilier. On parle notamment du fameux Pinel pour les plus jeunes, mais il y a eu des Robiens, il y a eu plein d'autres lois Beaucoup. avant Pinel. Donc du coup, c'est vrai qu'on décrit souvent ça. Et moi-même, le premier, je t'avoue que voilà, j'ai une image de l'investissement dans le neuf, par exemple, qui est quand même assez mauvaise. Donc, le Mhm. but aujourd'hui, c'est que tu challenges un peu tous ces, Des tous ces tracteurs. détracteurs autour de l'investissement dans le neuf, mais aussi, pas que dans le neuf, on le verra certainement ensemble, et ça m'intéresse aussi, moi qui fais beaucoup d'anciens, Mhm. tous les leviers de défiscalisation qu'on peut aller activer sur de l'immobilier ancien. Voilà. Bien sûr. Puisque c'est pas forcément que dans le neuf qu'on peut activer de la défisc. Voilà. Exactement. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu peux, Aymeric, déjà, avant de présenter Papillon Patrimoine, te présenter à toi et qui Oui, tu bien sûr. es et quel est ton parcours? Alors évidemment, alors Aymeric Evenot, moi je suis cofondateur de Papillon Patrimoine. On a créé la structure maintenant il y a plusieurs années. Auparavant, moi j'ai occupé différentes fonctions de business développeur dans le digital notamment, mais toujours sur l'immobilier. Donc j'ai travaillé chez seloger.com par exemple. J'ai travaillé également au sein de BFM Business où j'étais le directeur de BFM Immo et je m'occupais de toutes les verticales on va dire, liées au business, BFM Bourse, BFM Immo notamment. Donc c'est là que j'ai commencé à acquérir mes premières compétences, on va dire, en immobilier. J'étais moi-même investisseur immobilier au départ, donc j'avais vraiment une appétence pour ça. Et puis je me suis formé au fur et à mesure au métier de la gestion de patrimoine et j'ai quitté la société donc Altis, hein, qui possédait BFM, RMC, etc., pour fonder effectivement ma propre structure, Papillon Patrimoine. J'ai d'abord intégré une structure qui faisait effectivement de la gestion de patrimoine pendant quelques années pour me former avec cet objectif de créer notre propre structure avec une volonté d'aller plutôt sur le côté digital, c'est-à-dire qu'effectivement le métier du conseil en gestion de patrimoine et de l'investissement immobilier, souvent c'était la personne qui se déplaçait avec sa mallette le soir chez les gens. L'idée, c'était vraiment de le faire pour le coup à distance, en apportant beaucoup d'éléments de présentation, puisqu'effectivement la visio le permet aujourd'hui. Alors le Covid nous a un peu devancé, puisque finalement il nous a mis en marche forcée, mais je pense que c'est pas plus mal, puisque ça a éduqué les gens à la pratique de la visio. Donc effectivement, on peut maintenant faire des rendez-vous à midi, à 14 heures, quand ils sont chez eux, au bureau et à distance. Donc le vrai objectif, c'était vraiment ça. Mais on a une vraie comment dirais-je, une vraie compétence sur le marketing, le digital. Et la volonté, c'était aussi d'apporter de la bienveillance dans ce métier. Tu l'as dit toi-même, le neuf est assez décrié. Et c'est souvent là qu'on a du levier fiscal. Donc l'idée, c'était aussi de dire, bah, on peut faire des bonnes choses. Il suffit de choisir les bons produits et les bonnes opérations parce qu'elles existent. Mais ça nécessite de faire attention pour différentes raisons, parce que quand on utilise du levier fiscal sur ce type d'investissement, il faut faire attention à la situation de la personne, à sa tranche marginale d'imposition, et puis donc c'est des mécanismes bien particuliers qu'on ne peut pas faire n'importe comment. Et je pense que les dérives qu'on a connues, elles viennent surtout effectivement de personnes qui n'ont pas utilisé le bon levier fiscal et qui n'en avaient finalement pas besoin. Donc l'idée, c'est d'abord de dépoussiérer le métier, et le parcours vient de là en fait, hein, effectivement avec
ouais, c'est sûr une appétence pour l'investissement immobilier puisque investisseur moi-même, et puis une envie aussi, ouais, d'apporter de la bienveillance parce que c'est ce que je fais au quotidien dans le conseil en tous les cas. Voilà, le OK. parcours. Bon, très clair. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on je vais faire un peu le client test. Donc Ouais, j'arrive sur le site de Papillon Patrimoine, je me connecte au site et je paye beaucoup d'impôts et du coup, j'ai oui, envie d'investir dans l'immobilier parce que j'aime ça, mais j'ai aussi envie que ça me serve à économiser des impôts. bien sûr. C'est quoi le process aujourd'hui, du coup, quand j'arrive chez Papillon Patrimoine? Alors, le process, quand tu arrives chez Papillon Patrimoine, d'abord, on va te demander effectivement de prendre contact avec nous. Tu vas retrouver une trentaine de simulateurs pour pouvoir te projeter déjà toi-même. Donc, c'est des choses qu'on a développées en interne. C'est plusieurs mois de développement et c'est des simulateurs qui sont hyper efficaces. Donc, ils peuvent déjà te permettre de dire, tiens, qu'est-ce que je peux faire? Donc, tu as par exemple un simulateur qui est meilleur dispositif pour toi. Donc, tu vas rentrer tes données fiscales, composition du foyer, patrimonial, ton épargne. On va te dire quels sont les dispositifs qui sont les plus évidents pour toi. Et puis ensuite, on va prendre rendez-vous ensemble parce que l'idée, c'est de dépoussiérer un petit peu tout ça et puis de comprendre ton parcours, ce que tu possèdes déjà, parce que ça peut avoir une incidence effectivement sur les options qu'on va prendre. Et puis surtout, c'est de faire une étude patrimoniale qui soit globale. Donc, on a toujours un premier rendez-vous qui est un rendez-vous, voilà, pour discuter, échanger, nous présenter un petit peu plus et expliquer comment on travaille, mais surtout prendre un maximum d'informations sur toi, sur ta situation et puis surtout sur tes objectifs. D'accord. Ensuite, on va caler un second rendez-vous, on va rentrer dans la stratégie et dans la pédagogie. Donc, on va expliquer ce qu'on fait avec des chiffres pour que tu comprennes et puis tu comprennes bien les incidences sur ta trésorerie, sur ta fiscalité et puis sur la constitution de ton patrimoine. Si on valide la stratégie ensemble, dans ces cas-là, on va se positionner un autre rendez-vous où on là va te présenter des projets que l'on a, nous, qui correspondent à la stratégie qu'on s'est fixée. Donc, c'est un parcours qui est en 3 étapes. Quand tu arrives sur le site, tu as de l'information, tu peux déjà te renseigner, mais l'idée, c'est que tu prennes contact avec nous pour qu'on puisse discuter, que tu rencontres un consultant, moi ou un autre, hein, de toute façon. Voilà. Mais vraiment, cette idée-là, c'est en 3 temps. Découverte, pédagogie, projet. Si tu valides le projet, dans ces cas-là, derrière, on va t'accompagner sur tout ce qui va être la partie financement, puisqu'on a un service de courtage en interne, jusqu'à la mise en location. Donc, on fait de la gestion locative également avec des partenaires. Donc, l'idée, c'est de te border partout et puis tes déclarations d'impôts futurs, voir les arbitrages que tu pourras faire sur ton logement. Parce qu'effectivement, quand tu es dans la défiscalisation, tu peux te permettre de faire des arbitrages à un instant T. Revendre, poursuivre la location. Donc, il y a plein d'optimisations à faire. Et souvent aussi, c'est quelque chose qui est mal compris. Mais si tu veux, Julien, je pense que ce qui est intéressant aussi pour tes auditeurs, c'est de comprendre l'historique de toutes ces lois et pourquoi elles sont là. Tu vois, parce Mmh. qu'effectivement, on entend parler de Pinel, tu l'as dit tout à l'heure, tu as cité Robien, mais il y en a d'autres. En fait, c'est très ancien puisque ça date du début du siècle dernier. Donc, 1913, c'est la première loi, on va dire, qui te permet de défiscaliser, parce que de l'impôt, on en paye depuis des milliers d'années, hein, ça date de l'Antiquité, l'impôt. Hein. Bon, en tous les cas, en France, effectivement, on a créé la loi monument historique 1913 qui te permettait, si tu achetais un bâtiment classé à l'inventaire des monuments historiques, d'avoir des économies d'impôt. D'accord. Donc 1913, ça date. Tu as ensuite, dans les années 60, la loi Malraux. Donc là, effectivement, du nom d'André Malraux, intellectuel et homme politique, Premier ministre des Affaires culturelles, donc Premier ministre de la Culture, qui a mis en place effectivement la loi Malraux qui permet, puisque tu avais les centres-villes qui étaient complètement dégradés avec des beaux bâtiments, parce que les centres-villes, souvent, il y a de très beaux bâtiments en pierre, etc., mais qui étaient désertés dans les années 60, puisque on leur préférait la périphérie des villes, tu vois, ces villes nouvelles où on construisait des pavillons, Ouais. etc. Donc, il y avait un problème, effectivement, sur ce patrimoine-là. Donc, deuxième mode de défiscalisation, vous achetez des immeubles dans les centres-villes dégradés, vous avez une défiscalisation. Puis, fin des années 80, la production de logements, jusqu'alors, était faite par des institutionnels. J'entends par là que les promoteurs construisaient des opérations immobilières, des assureurs, des banques, des foncières achetaient le bâtiment, ce qu'on appelle en bloc, et derrière faisaient de la location à des particuliers, tu vois. Donc effectivement, ils jouaient leur rôle moteur d'acheteurs de production de logements. Et donc les promoteurs, ils n'avaient quasiment qu'un seul client, c'était les institutionnels. Toi, moi aussi, bien évidemment, les particuliers, mais c'était surtout de la vente en bloc. Et c'est vrai qu'il y a eu une désertion de ces institutionnels à la faveur, effectivement, de l'immobilier tertiaire notamment, et puis la possibilité, avec la mondialisation, d'aller faire des investissements ailleurs.
Et donc, cette désertion des institutionnels fait que l'État se dit, bah, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, qui avait acheté les logements des promoteurs? Oui, il y a des particuliers qui achètent ça et là des logements, mais le gros du besoin, puisqu'on a un déficit de logement, il faut en créer plusieurs centaines de milliers par an. Qui va le faire? Et donc, c'est là que sont nées ces premières lois de défiscalisation en disant, bah voilà, tu es un foyer fiscal, tu as des revenus, tu vas investir, on va t'octroyer un avantage fiscal parce que comme ça, tu vas soutenir la production de logements neufs. Et donc, se sont succédés effectivement tout un tas de dispositifs, Ménurie, Périsol, l'Eurobien, effectivement, le Cellier, qui est venu corriger pas mal d'erreurs d'Eurobien, puisque dans les critiques qu'on a sur le Pinel aujourd'hui, elles viennent finalement du Robien. Donc pourquoi? Parce que le Robien, tu pouvais acheter du neuf n'importe où en France, tu avais de la défiscalisation. Mais sauf que quand tu achètes en périphérie, à 50 km d'une Mmh. métropole, bon, la demande locative n'est pas là. Donc si tu veux, il y a eu des déconvenues. Le CELI est arrivé, on a recentralisé sur les grandes villes et l'Île-de-France, par exemple. Donc vraiment des zones tendues. Donc c'est lié, puis après tu as eu la loi du flot, et puis tu as eu le Pinel qui est arrivé effectivement en 2015-2016, maintenant ça commence à dater, qui va se poursuivre en 2024, c'est même quasiment le plus long aujourd'hui, et qui est finalement la continuité de toutes ces lois de défiscalisation avec, sur le Pinel, une recentralisation encore plus forte. C'est-à-dire que là, vraiment, pour le coup, tu n'as que 5% du territoire qui est éligible. Donc, en tous les cas, une chose est sûre, c'est que quand tu fais un Pinel, tu le fais forcément sur les zones tendues et tu es sûr et certain que ton logement sera loué. Donc, voilà un peu l'historique. Ouais, vas-y, vas-y. Est-ce qu'on peut s'arrêter justement sur le Pinel qui est finalement la loi la plus connue, on va dire, du commun des Bien mortels sûr. aujourd'hui dans la défisc, Oui. dans le neuf en tout cas. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les conditions d'un Pinel? Qu'est-ce qu'on peut y trouver? Surtout les erreurs à ne pas faire, et qui justement font que le Pinel est décrié aujourd'hui. Voilà, nous en dire un petit peu plus sur toute ce dispositif. Alors, le Pinel, en gros, tu achètes un logement neuf dans une zone tendue, bien sectorisée, tu le mets en location à destination d'une résidence principale pour un locataire, et tu as le droit donc à une économie d'impôt qui est calculée sur le prix du bien. Aujourd'hui, il y a deux Pinel. Donc, tu as le Pinel normal et tu as le Pinel Plus. On va partir sur le Pinel Plus. Pinel Plus, tu as le droit à 2% du montant du prix du bien, frais de notaire inclus, en économie d'impôt annuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu achètes un bien packagé 200 000 euros avec les frais de notaire dans le neuf, qui, je le rappelle, sont à 2%. Donc, tu as 4 000 euros d'économie d'impôt chaque année pendant 9 ans. Mmh. Donc, 9 ans, tu vois, 9 et 9, 18, 18, 18, 36, tu as 36 000 euros finalement d'économie d'impôt sur la durée de ton investissement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant 9 ans, toi, tu avances avec le prélèvement à la source ton impôt et on te rend chaque année 4 000 euros d'économie d'impôt qui vont t'aider à financer ton bien. Donc ça, mécaniquement, c'est comme ça que marche la défiscalisation. Prix du bien, frais de notaire inclus, 2% chaque année. À partir de la 10e année, 11e et 12e année, tu passes à 1% du montant du prix du bien en économie d'impôt. Donc c'est là qu'il va falloir peut-être switcher, puisque tu vas perdre de la rentabilité mécaniquement. Voilà. Après, les conditions, si j'ose dire, au-delà du fait que tu puisses investir, donc tu as la capacité d'endettement, c'est effectivement derrière que tu as des loyers qui sont plafonnés, d'accord? Donc, tu ne peux pas louer à 25 euros du prix du mètre carré ton logement, d'accord? Donc là aussi, dans la recherche de ton bien Pinel, il faut être cohérent, c'est-à-dire qu'il faut que ton loyer Pinel soit à peu près équivalent au loyer marché pour ne pas avoir une trop faible rentabilité ou pour ne pas surlouer ton bien qui finalement ne va pas trouver preneur au prix plafond, Mais ces plafonds, tu vois? ils sont, alors qui les fixe et on est en quoi en décote en moyenne par rapport au prix du marché justement? Parce Alors, que en fait, tu verras très souvent qu'il n'y a pas vraiment de décote. C'est-à-dire que, évidemment, si tu fais du Paris-Centre, si tu fais du Lyon-Centre, tu vas avoir une décote parce qu'effectivement, à mmh, Paris, tu peux louer jusqu'à 30 euros du mètre, on va dire, sur des T3 ou ce genre de choses. Quand tu vas, par exemple, sur l'île, ouais, c'est à peu près équilibré. C'est-à-dire que tu es en zone A, le plafond, le prix au mètre carré en zone A, c'est 13 euros. Sur l'île, tu es à peu près à 13 euros du mètre carré. Tu vois, je te donne un exemple. Rennes, tu es en zone B1, tu es à peu près à 10 euros du mètre carré prix plafonné. Tu n'es pas beaucoup plus sur le loyer marché, on va dire, dans l'ancien. D'accord? OK. Donc, finalement, tu retrouves un équilibre assez juste des prix. Et tu verras que cette cartographie,
enfin on va dire ces plafonds sont déterminés par l'État, d'accord? Tu as la zone A, hein, Lille, zone A bis plutôt, Paris, centre, voilà. Zone A, bah, tu vas retrouver Lille, tu vas retrouver Bordeaux, tu vas retrouver Lyon, puis zone B1, tu vas retrouver Rouen, tu vas retrouver Rennes, voilà, tu vas retrouver ce type de ville. Donc effectivement, il faut que tu fasses attention aussi par rapport à la rentabilité de ton investissement. Tu vois, entre Lille qui est en zone A et qui a les mêmes prix au mètre carré que Rennes qui est en zone B1, bah, tu as bien compris qu'à Rennes, tu allais avoir plus d'efforts d'épargne à faire et tu allais avoir moins de rendement. Donc notre métier aussi, c'est d'expliquer ces secteurs et puis surtout, c'est d'aller chercher sur du Pinel des secteurs qui sont en transformation. Je m'explique. Si tu fais un Pinel à Paris, tu as tout faux. Parce que effectivement, tu vas être sur des prix au mètre carré dans le neuf autour des 14 000 euros. Si c'est pas 15-16, si c'est dans les arrondissements vraiment très bien, et tu es plafonné 17 euros du mètre. Donc Hmm. évidemment, tu n'as aucune rentabilité, puis tu n'as même pas de rentabilité sur la défiscalisation, parce que la défiscalisation aussi est plafonnée à 5 500 euros du mètre carré. Donc, Ok. tu vois, tous ces critères-là, on les connaît pas. Donc quelqu'un qui te dit, ouais, j'ai fait un Pinel à Paris, c'est nul. Bah oui, c'est nul, mais fallait pas le faire. À Paris, j'ai envie de te dire, fais un petit ancien si tu as envie de faire un petit ancien. Puis après, à Paris, on peut digresser, mais est-ce qu'il y a vraiment pour Paris du rendement locatif? Bah non, ça coûte tellement cher d'acheter à Paris entre les frais de notaire élevés, les prix au mètre carré, même si tu as des loyers plus forts, finalement, tu n'as pas de rendement. Donc, tu dois comprendre avec ton client c'est quoi ses objectifs. Si ça n'est que la réduction d'impôt, moi, je vais l'arrêter tout de suite et tout le monde chez nous va l'arrêter pour dire, la réduction d'impôt, c'est bien. Avoir du levier fiscal, on ne va pas s'en priver si on peut l'utiliser. Mais d'abord, on fait de l'immobilier et d'abord, on fait de l'investissement locatif. Donc, l'idée, c'est de conjuguer rendement et défiscalisation pour faire au mieux. Tu vois, c'est ça Ouais, le c'est sujet. très intéressant ce que tu dis. C'est un truc que j'avais écrit d'ailleurs sur mon bouquin, sur un chapitre sur le neuf. Effectivement, si le moteur, c'est que la réduction d'impôts, t'es pas considéré comme un investisseur en fait. T'es pas en train de faire un Non, investissement immobilier, tu es en train de chercher une astuce pour réduire ton imposition, ce qui est complètement bien différent parce sûr, que tu pourras accepter ça comme tu pourras accepter autre chose. Il faut quand même bien avoir sûr. une ce que tu dis et ce que je pense, aussi que je te rejoins là-dessus, c'est qu'il faut une Mhm. appétence certaine au monde de l'investissement immobilier ou au moins au monde de l'immobilier et avoir Évidemment. envie d'investir dans l'immobilier. Exactement, avoir envie d'investir en immobilier. Après, ce que je dis souvent à mes clients, c'est que le neuf, voilà, c'est une autoroute en fait. Qu'est-ce qui peut se passer sans logement neuf? Tu es sur des zones tendues. Tu as un logement qui est bien meilleur que ce qu'on peut trouver dans l'ancien, pour différentes raisons. Tu as effectivement peu de charges, c'est neuf, donc c'est quand même quali. Ascenseur extérieur, ascenseur qui va jusqu'au parking, tout est sécurisé. Tes factures d'énergie, toi en tant que locataire, elles vont être très faibles, tu vois, parce qu'effectivement, tu consommes pas, tu chauffes même pas aujourd'hui sur du neuf. T'entends pas ton voisin, ce qui est quand même plutôt pas mal. Tu sais, quand tu es dans l'ancien, moi j'ai Mmh. de l'ancien aussi, hein, et donc je vis dans de la vieille pierre également. Bon, bah, quelqu'un appuie sur l'ascenseur dans les parties communes, on entend l'ascenseur, tu vois, Ouais, sans ouais. compter les coûts, etc. Mmh. Dans le neuf, t'as pas ça. Tu te dis, tiens, en fait, je vais pas avoir de travaux pendant 15 ans, de vrais travaux sur la copropriété. Donc, mon rendement locatif, je le connais au départ et finalement, je le connais aussi dans la durée, tu vois. Donc, effectivement, pour des personnes qui ont envie de ne pas s'embêter avec des travaux, d'avoir des surprises, parce qu'une copropriété qui, au bout de 7 ans, appelle des travaux parce qu'ils ont décidé de ravaler l'immeuble, bon, bah, dans le neuf, tu ne te poses pas ce genre de questions. Ça me coûte 200 euros par mois, ça me coûte 150, ça me coûte 300, ça dépend de ce que tu veux faire. En gros, d'efforts d'épargne, bah, je sais que pendant les 15 prochaines années, ça ne va pas me coûter plus, tu vois. Et puis même avec l'évolution des loyers dans le temps, je vais même faire du gain derrière. Donc le neuf, ça sert à ça. Oui, tu vas faire de l'économie d'impôt. Oui, il n'y a pas grand-chose à faire pour économiser tes impôts. À un moment, quand on te paye plus ou que tu es bien payé, bah, tu vas payer ton impôt. À un moment, tu ne vas pas faire des fausses déclarations. Donc, il n'y a pas 36 000 dispositifs. Il y a le plan épargne retraite, si tu veux, mais tu vas stocker de l'épargne. Donc, c'est autre chose. Quand tu fais de l'investissement locatif, tu vas avoir du levier fiscal. Et en plus, c'est même pas toi qui vas rembourser en partie, c'est ton locataire qui va rembourser et tes impôts. Donc, il faut déjà bien comprendre comment ça marche. Et puis, je pense que il y a plein de Pinel réussis, il y a plein de celliers réussis, des gens qui ont fait des celliers au début 2010 à Bordeaux avec des prix au mètre carré à 3000 du mètre, ou à Lyon où tu étais dans les mêmes ordres de prix. Aujourd'hui, du neuf, des logements récents qui sont sortis de terre en 2013-2014 dans le cœur de Lyon ou dans le cœur de Bordeaux, je te laisse imaginer les prix, tu vois, bien plus élevés. Et tu as eu en plus un gain fiscal derrière. Donc, les opérations Pinel ratées,
Bah, on décrit beaucoup, mais moi je demande à ce qu'on me les présente. Alors oui, parfois on va te donner l'exemple de quelqu'un qui gagne 200 000 euros par an, donc qui paye 50 000 euros d'impôts. Il est sur une tranche marginale d'imposition à 45%, et il a fait un Pinel à Valenciennes et c'est raté. Bah, en fait, oui, c'est raté. C'est raté parce que d'abord, quand tu as une TMI à 45%, tu fais pas de Pinel. Pourquoi? Parce que tu fais de la location nue. Donc tu sais le mécanisme de la fiscalité foncière. Quand tu es en Mmh. location nue, bah, il n'y a pas d'amortissement possible. Tu vas mettre en face bah, toutes tes charges, mais sauf qu'à un moment, tes loyers vont monter dans le temps, tes intérêts d'emprunt vont diminuer, et quand tu es sur une TMI à 45, bon, bah, tu vas payer 45% de fiscalité sur ton bénéfice foncier. Donc, ce que tu as gagné d'un côté avec le Pinel, tu l'as gommé de l'autre par rapport à ta TMI. Et tu Et puis disais que en plus, c'était plafonné aussi? Donc du coup, est-ce qu'il peut lui être sujet à ce plafond, justement? oui, alors c'est plafonné le Pinel au plafond des niches fiscales à hauteur de 10 000 euros, d'accord? Ouais. Donc tu peux pas défiscaliser Mmh. plus de 10 000 euros en Pinel. Mais j'ai envie de te dire, tu fais pas un Pinel quand tu as une TMI à 45. Ouais, C'est tout, en fait. OK. T'en fais pas, en fait. C'est pas fait pour toi. C'est Mmh. pas fait pour toi parce que le gain fiscal que tu as d'un côté, il est gommé de l'autre par la fiscalité foncière que génère ton bien. Et très vite, finalement, au bout de 4, 5 ans, 6 ans, tu vas générer un peu de bénéfices fonciers. Donc, tu sais, c'est important d'avoir cet équilibre-là entre la fiscalité foncière que tu vas générer et le levier fiscal et l'économie d'impôt que tu as. Mmh. Donc, c'est important de bien arbitrer. Sur certains, il va falloir arbitrer sur un Pinel au bout de 6 ans, non pas le revendre, mais tu as fait 6 ans de défisque, admettons que tu aies économisé 5 000 euros d'impôts par an pendant 6 ans, donc tu as fait 30 000 euros d'économie d'impôt. Bon, bah, évidemment, au bout de cette septième année, si tu génères trop de bénéfices fonciers, bah c'est là qu'il faut switcher sur un régime en meublé, par exemple. Tu Ouais. peux switcher du Pinel et faire du meublé à l'amortissement derrière. Donc, c'est aussi un avantage quand même parce que tu peux cumuler les deux dispositifs. Et quand tu arrives en meublé à l'amortissement, tu reprends la valeur de ton bien de l'époque. Et donc, tu vas pouvoir amortir encore 25 ans supplémentaires alors que tu as déjà eu 6 ans de défisque. Tu vois, Ouais, par c'est exemple. c'est intéressant ce que tu dis. Donc, bon, tu as un 6 ans incompressible si jamais tu veux effectivement aller jusqu'au Évidemment. bout. Parce que sinon, il se passe quoi? Si tu arbitres à 4 ans, tu fais quoi? Tu rembourses du coup le Eh oui, tu ouais, rembourses les avantages fiscaux que tu as OK. perçus. Sauf si, par exemple, tu as connu une période de chômage de toi ou ton conjoint si vous avez acheté à deux, sauf si tu es en invalidité. Enfin voilà, il y a des accidents. Le décès, oui, c'est une des clauses de sortir du Mmh. Pinel. Bon, bah voilà, effectivement, quand tu décèdes, bon, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de sujet. Bah oui, tu as des clauses. Même Donc il si faut alors si l'un des 2 décède, par exemple, tu achètes en indivision, l'un des 2 décède, tu peux sortir? Ou quand même l'autre est ouais, tu peux tenu? ah oui, oui, non, non, tu peux sortir puisqu'effectivement, on part du principe que vous avez acheté à 2 et qu'à un moment, quand il y a un décès, enfin, ce que je veux dire par là, c'est que l'administration fiscale, elle va pas t'embêter avec ça. Ouais, «Bonjour, mon mari est mort, bon voilà, je suis obligé de revendre l'appartement, enfin ma vie bascule et cetera», OK. bah oui, on va pas venir tu vois? À un moment, on peut aussi faire du cas par cas sur ce genre de choses. L'administration fiscale, elle est pas bête, donc c'est des hommes et des femmes derrière qui ont un peu d'intelligence et de compréhension. Donc il y a toujours des possibilités de sortir s'il y a une raison particulière. Mais je vais te donner un exemple, Julien. Moi, quelqu'un qui me dit, je paye 7 000 euros d'impôts chaque année, voilà, j'ai envie d'investir, j'ai envie de capitaliser, ok, très bien. Par contre, dans 3 ans, je m'en vais. Ah bon, vous allez où? Bah, j'ai un projet d'aller travailler aux États-Unis. Bon, bah, le Pinel, il n'est pas fait pour toi. Mmh. C'est simple, parce que effectivement, dans un an, tu seras livré dans un an et demi, tu vas défiscaliser un an plus tard. Bon, bah, quel est l'intérêt? Il faut aussi que ce soit des gens qui soient fixés sur le territoire. Donc là, on va plus privilégier bah, du meublé ou de la colocation notamment. Là où le neuf a un avantage, pour revenir là-dessus, c'est que quand tu es à l'étranger, tu es dans du neuf. Bon, bah, tu sais que pendant 15 ans, il va rien se passer. C'est hyper attractif en termes de location. Donc, des T4 dans le neuf en colocation près des facs et près des grandes écoles, ça se loue comme des petits pains. Donc, à l'étranger, par exemple, bah oui, ça va se faire tout seul. T'as pas de travaux, t'as même pas besoin de participer aux réunions d'AG, tu as mis un gestionnaire en place, tu vas capitaliser tout seul, tu vois. Donc, voilà un des avantages aussi du neuf là-dessus. Mais toujours pareil dans le conseil, d'abord on étudie le projet. Où tu vas, où tu veux aller, qu'est-ce que tu veux faire, pourquoi tu veux le faire. Et puis si tout colle, eh ben dans ces cas-là, on monte un projet ensemble. OK, très clair. Donc tu as un contrat, à terme avec, l'État finalement, grosso Ouais, modo, oui, oui. relatif à ta fiscalité, sinon ils viennent te rattraper. OK. Ça c'est le Pinel, donc le Pinel c'est sur du neuf.
Qu'est-ce qu'on peut faire sur de l'ancien? Parce que moi, j'ai quand même une appétence, certaine pour l'ancien. Le cachet, tu parlais Bien de sûr, pierre, bon, nous, à Toulouse, par exemple, on a de la brique, ce qu'on appelle de la brique foraine, tu vois? J'aime bien tout ce la pierre à Lyon, j'aime bien aussi. Enfin, tu vois, j'aime bien bien tout sûr. ça. Ou la pierre à Paris, Voilà ou et l'haussmannien à Paris, c'est très beau aussi, bien sûr. exactement et donc moi, j'aimerais que tu nous parles un peu du Malraux et Oui. de tout ce qui est monument historique aussi. Voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Alors, Malraux, monument historique. Déjà, pour les différencier tous les deux, le monument historique, tu achètes un appartement dans un immeuble ou un bâtiment classé à l'inventaire des monuments historiques. Alors, toi tout seul, tu ne vas pas le faire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, il y a des opérateurs qui sont spécialisés pour monter des opérations de monuments historiques, qui sont parfois des filiales de promoteurs. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont acheter le domaine, une surintendance du roi à Compiègne, tu vois, qui était un bâtiment à côté du château de Compiègne, etc., classé à l'inventaire des monuments historiques. Eux, ils vont refaire des travaux de A jusqu'à Z sur le bâtiment. Ensuite, ils vont le découper en logements. Donc, effectivement, toi, tu vas te rendre acquéreur d'un logement classé à l'inventaire du monument historique, qui a été totalement refait, sol, plafond, partie commune, logement. Donc, tu es parti pour 40 ans sur ce type de bâtiment. Eh bien, à ce titre, tous les travaux qui ont été réalisés sur le logement et la copropriété avec ta quote-part, bah, tu vas pouvoir les déduire de ton revenu. Je te donne un exemple. Tu achètes un T2 dans ce beau château. Tu as un T2 à 300 000 euros. Tu as 280 000 euros de prix du bien qui sont des travaux. Et tu as seulement 20 000 euros de foncier. Bon, bah, ces 280 000 euros de travaux, tu vas pouvoir les déduire de ton revenu sur 4 ans, par exemple. Je te donne un exemple. Donc, allez, on va prendre des comptes, prendre des comptes ronds pour l'exemple. Tu as 100 000 euros de travaux à déduire chaque année pendant 3 ans, tu gagnes 200 000 euros. Bon, bah, tu vas dire à ta déclaration fiscale, bah, je gagne toujours 200 000 euros, sauf que j'ai fait 100 000 euros de travaux au monument historique. Donc, ma fiscalité va se calculer seulement sur 100 000 euros de revenus et non plus sur 200 000. OK. Donc, tu as des gains fiscaux qui sont énormes. Ça vient diminuer ton Ça revenu vient imposable. diminuer ton revenu imposable. Et donc, mécaniquement, si tu es sur une tranche à 45 et que je viens t'enlever 100 000 euros de tranche à 45, bah, tu as fait 45 000 euros d'économie d'impôt. Si OK. tu fais ça pendant 4 ans, tu fais 180 000 euros d'économie d'impôt en te rendant propriétaire d'un logement que tu devras mettre en location. Alors, je précise, le monument historique, c'est des Rolls-Royce que tu achètes. C'est des très beaux produits. Tu as une durée de conservation de 15 ans à date de signature de l'acte. Donc, si tu signes, par exemple, en 2022, que le bien est livré en 2025, bon, bah, finalement, tu peux le revendre 12 ans plus tard. Mais c'est plutôt dans un esprit de conservation. C'est-à-dire qu'il faut à la fois, effectivement, avoir une vraie velléité de faire de l'investissement immobilier dans de la belle pierre, avoir envie d'avoir du patrimoine français dans son escarcelle. Et puis, effectivement, le gain fiscal est tellement fort que mécaniquement et quoi qu'il arrive, tu fais une bonne opération. Donc là, tu achètes de la vieille pierre classée dans les monuments historiques. Le monument historique, il peut se jouer n'importe où. Tu peux être au milieu de nulle part, mais si c'est un Oui, oui, château oui. classé, voilà. Bon, l'opérateur n'ira peut-être pas. On parle d'immobilier classé, pas inscrit au monument historique, hein. Il faut vraiment que ce soit classé. Alors, non, si c'est inscrit à l'inventaire des monuments historiques, Ah, si c'est inscrit? OK, même voilà. les inscrits. Ouais, OK, ouais, d'accord. OK, ouais, OK. inscrit. Tu n'es pas obligé d'avoir le château, effectivement, si c'est. Mais bon, voilà, encore une fois, il y a des promoteurs qui vont, par exemple, enfin, des opérateurs qui vont pousser pour que tel bâtiment soit Mmh. inscrit parce qu'il a une valeur. Donc, on monte un dossier, ça prend plusieurs années hein, de le faire valider, tu vois. Oui, parce qu'ici, Balzac a vécu, que c'est remarquable, etc. C'est pas dit que ça marche. Si l'opérateur voit que ça marche pas, il va pas le faire, tu vois. Et si je suis déjà, moi, propriétaire, d'un bien dans un immeuble qui est inscrit au monument historique, par exemple, est-ce que je Ouais, peux, bah, des travaux. en activant des travaux ah ouais, je peux faire ça? Oui, oui, non, non, tu peux faire ça, effectivement. OK, Tous travaux réalisés sur le monument historique, effectivement, sont déductibles de tes revenus, que tu sois en accession ou que tu sois en tant qu'investisseur, d'accord? OK. Voilà, il faut qu'il soit, pour le coup, il faut qu'il soit classé. Alors après, il y a des règles, si c'est pour faire des travaux. Je pense que tu n'as pas tous les travaux qui sont éligibles, d'accord? Il faut que tu regardes quels sont les travaux qui sont éligibles, parce que si c'est pour refaire un peu de peinture chez toi, je suis pas sûr que ce Mmh. soit éligible. Donc, tu vois, il faut vraiment regarder en détail ce qu'il est de ce qui de ce qu'il n'est pas. Et puis surtout, les travaux au monument historique, tu le sais, c'est les architectes des bâtiments de France qui vont les Ouais, ouais, bien encadrer. sûr. Et puis c'est certains artisans. Donc c'est des travaux qui sont à la fois, qui sont relativement coûteux, d'accord. Mais bon, tu as Ouais, effectivement mais un bon, logement parti pour 30 ans. au C'est fi le au plaisir. au Voilà, final, tu te fais plaisir.
quand tu investis de toute façon dans les centres historiques des villes, et cetera, l'ABF, tu l'as tout le temps quand même. Il a toujours un droit Mmh, de regard quand tu es en secteur sauvegardé, même à l'intérieur de toujours, chez toi. Donc au final, exactement. que ce soit inscrit ou pas inscrit, il est quand même là. Donc Il est quand autant même qu'il y ait un là, levier. voilà. Et Alors, le question, parce que Malraux, c'est tu voulais ouais, attends, question encore sur les ouais, monuments historiques, ça bah, vas-y, m'intéresse vas-y. beaucoup. Donc je te pose cette question, c'est pas une question par hasard, c'est parce que donc moi je suis propriétaire dans un immeuble qui est inscrit au monument historique. Donc Oui. voilà, bon, c'est un vieil hôtel particulier. Mmh. Par exemple, on doit rénover toute la copro. Est-ce que la copro peut bénéficier aussi d'un avantage fiscal? Parce que là, il y a pas de revenu en Oui, face. alors la copro, oui, mais tu peux quand même déduire les travaux que tu fais de ton revenu. Tu comprends ce que je veux dire? Même si tu achètes pas des travaux, là, tu vas acheter des travaux Mmh. indirectement parce que la OK, copro va acheter les travaux OK. et donc ta quote-part fait que tu as le droit, d'avoir, effectivement, des économies. Donc c'est à toi de d'aller le demander aussi à l'administration fiscale. Voilà, nous, on a un bâtiment classé à l'inventaire des monuments historiques, mais souvent, ce que font les opérateurs, c'est border avec un avocat. Donc il faut pas se tromper parce que si toute la copro, vous faites, je sais pas, 800 000 € de travaux, admettons. Bon, c'est énorme, hein, mais Mmh. admettons que ce soit une grosse copro, facile 800 000 euros. Toi, ta cote-part, c'est 50 000 euros par rapport à tes tantièmes, etc. Bon, bah, si tu gagnes 100 000 euros et que tu viens enlever 50 000 euros, tu vas peut-être faire un gain fiscal 15 000. On va te rendre 15 000 euros. Donc, il faut que ce soit propre et bien fait sur le plan de l'encadrement, on va dire, juridique de ton opération. Donc, je pense que moi, je me rapprocherais d'un avocat là-dessus pour border, si la copro veut vraiment réaliser des gros travaux, pour voilà, lui expliquer, bah voilà, on est un immeuble classé à l'inventaire des monuments historiques, il faut qu'on fasse, je sais pas moi, la toiture, il y en a pour 70 000 euros, 80 000, 150 000. Est-ce qu'on peut bénéficier d'avantages fiscaux derrière? Et lui, il vous expliquera comment le faire, évidemment. Mais oui, tu peux acheter en résidence principale un monument historique et tes travaux, tu vas pouvoir les déduire. Il y a plein de règles qui changent. Et il faut vraiment regarder ça en détail. C'est pour ça qu'un avocat, il vous prendra peut-être évidemment quelques honoraires, mais en tout cas, il va vous border là-dessus. D'accord? C'est important. OK. Et ça, je peux en bénéficier même si je loue en meublé, par exemple? Ou peu importe finalement le type d'exploitation derrière, il y a pas d'obligation sur le type d'exploitation? Alors, en monument historique, quand tu fais un achat en monument historique et que tu investis, tu dois faire d'abord de la location nue, mais jusqu'à pour une durée comprise entre 3 et 4 ans après la fin des travaux. Je m'explique. On reprend mon exemple, tu achètes aujourd'hui, tu es livré en 2025. 2025, donc effectivement, le dernier appel de fonds travaux, c'est 2025. Tu le mets en location nue pendant 3 ou 4 ans, ça va dépendre, jusqu'à apurement des derniers travaux. Il faut que les derniers travaux étaient appelés 4 ans avant, en gros. C'est un peu OK. ça le mécanisme. Après, tu fais ce que tu veux de ton logement. C'est-à-dire que tu peux le mettre en location meublée, faire de l'amortissement dessus, tu fais ce que tu veux sur ton logement. Tu n'as pas de loyer encadré, donc à la différence du Pinel, comme on l'a dit tout à l'heure, tu peux louer cher, et puis de toute façon, ça se loue cher, Ouais. puisqu'effectivement, tu es dans un immeuble réhabilité, tout à neuf, magnifique, donc effectivement, tu es au-dessus du marché. Tu vois. Donc, tu as le droit de le faire et de louer en meublé, mais il faut que tu attendes un certain nombre d'années jusqu'à apurement des travaux, entre un délai entre 3 et 4 ans après apurement des derniers travaux appelés. D'accord. Particulier, OK. mécanisme, voilà. Mais par contre, tu le conserves évidemment 15 ans dans le bas. Mais c'est pas quelque chose que tu vas conserver. Tu peux le conserver 15 ans et le revendre, mais en vérité, c'est pas ça. Tu vas le conserver jusqu'à le donner Ouais, ouais, à tes ouais, c'est vraiment du petits-enfants, ce type patrimonial, ouais. de Mmh mh. logement. C'est vraiment, vraiment du patrimonial. Voire ça peut être du plaisir, je te dirais, parce que tu as des opérations qui se font à La Rochelle, dans des superbes endroits. Il y a des gens qui peuvent acheter ça pour le plaisir d'avoir aussi un bel appartement. Oui, pendant 15 ans, ils vont le louer, l'amortir, et puis évidemment, ils vont le récupérer. Autre chose qui est intéressante avec le monument historique, on te rend de l'impôt, tu sais. Donc, tu es quelqu'un qui paye 50 000 euros d'impôt. Ça veut dire que chaque mois, tu sors 4 000 euros. Bon, bah, quand on te fait un chèque de 25 000, 30 000 euros avant que l'opération démarre, finalement, tu démarres ton opération de location, ton crédit n'a pas encore démarré, que tu as déjà un stock de 80 000, 90 000 euros Ouais, sur le ouais. compte de ton opération. Donc après, il y a juste le différentiel entre les deux. Donc ça peut venir compenser ton effort d'épargne pendant 10-12 ans avant de démarrer, tu vois. Là, il faut être sélectif sur le choix, il faut bien regarder, etc. Donc c'est un travail bien particulier, le monument historique, mais il y a des très très belles opérations. Puis c'est très beau quand tu visites un appartement livré en monument historique, mais tu te dis c'est juste magnifique quoi. Voilà, entre les parties communes, la qualité de l'opération, ce qui a été fait, enfin c'est sublime. Voilà. Donc, mais ça s'adresse effectivement
une certaine typologie d'investisseurs. Voilà. Et le Malraux, pour le coup, ça, j'ai l'impression que c'est similaire. On reste aussi sur du bien quand même très patrimonial, mais c'est quoi Ouais. les différences? Alors, la différence sur le monument historique, tu sais, on était sur le bâtiment lui-même, Ouais, qu'il soit classé. Sur le Malraux, c'est la cartographie qui va jouer. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est dans les centres-villes. Tu vois, tu l'as dit tout à l'heure, le centre-ville de Toulouse, ça peut être le Vieux-Lille. À Paris, ça va être le Marais, etc. Donc là, c'est la zone, en fait. Et dans ces secteurs-là, tu as quand même des beaux bâtiments, tu as des beaux immeubles. Donc souvent, il y a un cachet patrimonial de l'immeuble. Le mécanisme est le même. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est les travaux qui vont te permettre de défiscaliser. Sauf que là, c'est un peu différent sur le Malraux. C'est que c'est du crédit d'impôt comme pour le Pinel. Tu as acheté un bien en Malraux, on te donne du crédit d'impôt, à la différence de la déduction de revenus. Donc là, c'est 30% du montant des travaux en économie d'impôt. Je m'explique, là où tu avais un bien à des 280 000 euros de travaux, bah, c'est 30% des 280 000 euros qui vont venir en crédit d'impôt. D'accord? Donc le mécanisme est un petit peu différent. La différence aussi, c'est que c'est une location nue au minimum pendant 9 ans. Donc effectivement, là, tu peux pas switcher en meublé au bout de 6 ans ou 5 ans, comme tu peux le faire au Pinel ou avec le monument historique. Donc là, il faut faire attention aussi à ça. C'est des prix quand même qui sont quand même moins élevés que le monument historique, d'accord? Et c'est pour les amoureux aussi des vieilles pierres. Là, il faut bien regarder les opérations. Tu as du Malraux à Aix-en-Provence, tu as du Malraux dans les beaux centres-villes, à Lille, etc. Ça dépend des opérations. À Bordeaux, il y a des super opérations. À Toulouse, il y en a certainement aussi en Malraux. Et là encore, c'est des superbes réhabilitations. Parce que voilà, c'est des immeubles qui ont des belles hauteurs sous plafond, ça a été refait de A à Z, les parties communes. Donc oui, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que pendant 30 ans, tu n'as rien à faire sur ton bâtiment. 25-30 ans sur des bâtiments anciens qui ont été refaits complètement à zéro. Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête aussi, c'est qu'on vient conserver de la vieille pierre et de la belle pierre pour longtemps. Donc ce qui va changer, c'est les mécanismes. Monument historique, vraiment, on va aller attaquer les très grosses fiscalités, les gens qui payent 40 000. 50 000 euros d'impôt. Le Malraux, tu peux venir chercher ceux qui ne veulent pas faire de Pinel, par exemple, qui payent 7 8 000 euros d'impôt, ou alors les tranches supérieures au plafond des niches fiscales de 10 000, puisqu'effectivement le Pinel te coince. Bah, celui qui paye 15 000 euros d'impôt, le Malraux peut être tout à fait une bonne idée, une opération intéressante. D'accord. Souvent, les clients qui font Malraux, monument historique, sont des gens, bon, déjà pour les revenus, effectivement, c'est plus quand tu as 45, 50 ans que tu le fais que quand tu en as 25, mais bon, tout est possible. Et puis, ouais, il faut de l'appétence là-dessus. Voilà, mais le Malraux, ça marche très très bien. C'est le secteur qui va déterminer la qualification en loi Malraux. ok. Donc il y a des cartes, j'imagine. Là, j'ai essayé de regarder un peu, mais Ouais, il y a à peu près 70 zones en fait ouais, j'ai la liste des villes, mais éligibles. j'ai pas le détail. Ouais. Ok. Après, les Donc choses changent, hein, tu sais, il y a des villes qui ouais, peuvent être ouais. mises. Voilà. Bon, tu fais pas un Malraux à Niort. Faut que ce soit un peu Alors après, sexy, si quoi. le prix, ouais, voilà, il faut être un peu sélectif. De toute façon, il faut être Ouais, sélectif en immobilier, ouais, ancien, neuf, défisque ou pas, ouais. hein, de toute façon. Ok. Et ce Malraux, je peux le faire. Donc moi, j'achète un immeuble, par exemple, je le découpe. J'ai failli le faire sur une OP, là, justement, sur un centre historique, Mhm, sur une OP de marchand. Donc j'achète l'immeuble, je le découpe, je mhm. revends à des investisseurs. Donc eux, ils peuvent activer le Oui, Malraux, pas de souci. Mais oui. si moi, je veux le garder en patrimonial, cet immeuble, je peux bénéficier du Malraux sur la totalité, c'est-à-dire sur tous les travaux que j'ai fait moi, même si je les exploite derrière en location. Alors, je vais te dire, Julien, si tu fais tout un immeuble à Malraux, donc tu prends, tu as fait 2 millions d'euros de travaux, Hmm. tu as 30% du montant des 2 millions d'euros en crédit d'impôt. Bon, bah, si tu payes pas 900 000 euros d'impôt par an, et je vois pas, tu n'as pas de gain fiscal. Tu vois, à un moment, Ouais, il y a ouais. une espèce de Non, logique, mais c'est-à-dire qu'effectivement, tu peux avoir, parce que tu as peut-être une vision aussi très parisienne du sujet, mais tu peux faire du Malraux sur un immeuble à 300 000 euros. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Il y a oui, il dans y le a des centre petits. oui, Non, je oui, parle pas à Toulouse, mais il y a des villes, tu vois, j'ai vu des villes que je connais bien, Albi, Montauban, etc., qui sont des villes très bien sûr, patrimoniales aussi, mais qui sont beaucoup moins oui, chères que Toulouse. bien sûr. Tu peux trouver des immeubles à 300K sans Alors oui, problème dans ces zones. alors, ce qu'il y a, c'est que tu dois le mettre en location, ton bien. Donc ton Malraux que tu fais pour toi tout seul, non. Je t'explique pourquoi, parce que tu vas, sauf à c'est fait pour le louer derrière, hein, Ouais, ouais, d'accord? ouais. La condition, c'est de le louer pendant 9 ans. Donc le Malraux, tu peux monter une opération Malraux, te dire, toi, bah ouais, j'achète un petit immeuble, tu l'as dit tout à l'heure, à 300 000, je fais 300, 400 000 euros de travaux. Bon, bah je vais le découper. Mon immeuble, j'ai un ratio 40.
400 000 euros de travaux à découper pour chacun. Ok. Ce qui est important aussi, Julien, c'est que pour qu'il soit attractif ton Malraux, il faut que la répartition, la quote-part travaux fonciers soit intéressante. D'accord? Donc, tu as acheté ton bien 300 000. Si tu veux que ce soit intéressant pour tes clients en termes de levier fiscal et de défisc, il faut que tu aies une enveloppe de travaux qui soit suffisamment importante. D'accord? Donc, songe bien à ça, c'est quand même très particulier et très spécifique. C'est-à-dire que si tu as une opération avec un ratio 50% de foncier, 50% de travaux, bah, le levier fiscal du Malraux ne va pas être forcément très intéressant pour ton acquéreur derrière. Donc, c'est plus complexe que ça. Il faut vraiment tout étudier. Le projet doit être bordé de A à Z avec une vraie stratégie financière derrière sur l'acquisition. Mais dans l'absolu, je te dis, oui, c'est possible. Tu peux Ok. faire ça. Voilà. Et là, c'est moi qui décide de la quote-part ou comment se calcule la quote-part dont le client va bénéficier du coup? Alors, bon, je suis pas opérateur, mais les travaux, tu vas les justifier en fait. X, tu vas Ouais. devoir ouvrir ce qu'on appelle une association, une ASL qui va s'occuper des travaux et qui va s'occuper d'appeler les travaux au nom des futurs copropriétaires, etc. C'est assez complexe quand même à mettre en place. C'est pour ça que tu n'as pas 50 000 acteurs, que tu as finalement assez peu d'acteurs sur la réhabilitation en Malraux des immeubles. Parce qu'effectivement, il faut te border juridiquement. Mais si tu creuses le sujet, si tu as du cash, si tu as une banque qui t'accompagne sur un projet à 1,5 million, 1,5 million euros, tu vois, admettons, bah oui, pourquoi pas, tu peux monter une opération en tant que marchand de biens en Malraux. D'ailleurs, il y a beaucoup d'opérateurs. Sur le monument historique, il n'y a que des gros opérateurs. Il n'y a pas de Hmm. petits opérateurs. En Malraux, tu peux retrouver des petits opérateurs qui font bah voilà, une opération, deux, trois, etc. Mais pour que ce soit rentable, il faut que tu aies la bonne quote-part de travaux. Et il y a quand même tout un aspect juridique, etc. derrière. Tu vois. C'est une vraie opération financière. C'est pas j'achète un immeuble en périphérie à 250 000 euros et je le mets en location, le petit immeuble de rapport dans une zone où l'immobilier est pas cher. Quoi. Mais l'intérêt pour l'opérateur, c'est quoi? C'est de vendre plus cher au mètre carré du fait de compenser en fait. L'opérateur, il va acheter. L'opérateur, souvent, il va avoir sa propre structure pour faire des travaux, etc. Et finalement, il va acheter. Il faut que tu te dises que souvent, ce qu'il achète, c'est des immeubles. C'est pas genre ils sont un petit peu abîmés. C'est vraiment, ça a été squatté. C'est des Ouais, immeubles qui ouais. sont complètement à la dérive, quoi. Si tu veux. Donc, ils achètent ça pour une bouchée de pain. En plus, je pense qu'ils ont des subventions derrière qu'ils doivent obtenir parce qu'effectivement, bah, quand tu es dans le centre de Bordeaux, que tu as un immeuble complètement pourri, avec même limite en péril, etc., bon, bah, qui va le racheter? Personne. Ouais. Personne n'a envie de racheter ça. Donc l'opérateur, lui, va dire, OK, là, il y a un plateau de 1000 mètres carrés, lui, il va budgéter les travaux, et oui, il va le revendre plus cher que d'immobilier ancien, mais ça me paraît être logique. Mais vu qu'il a payé pas cher son foncier, qui sait comment gérer les travaux et les optimiser, bah oui, il va faire sa marge, hein, ça c'est sûr et certain. Mais comme tout marchand de biens, finalement, va faire sa marge, c'est le fait d'acheter en gros l'immeuble, tu payes moins cher au prix au mètre carré, et c'est de le découper derrière. Donc ça reste la même opération, c'est une opération de découpe, sauf qu'effectivement, il y a du levier fiscal pour les investisseurs qui sont derrière. Mais ça nécessite de faire des vrais travaux dans les règles de l'art. C'est pas des petits travaux, c'est des vrais travaux. Et souvent, c'est des ruines qu'ils achètent pour les réhabiliter. Tu vois. Bien sûr. Ouais, ok. Ok, très clair. Je vais me renseigner. Je vais me renseigner. J'ai des immeubles en stock qui pourraient servir sur ce genre de sujets qui font Ben, partie bien des zones, sûr, c'est certain. ouais, Donc ça peut être ouais, intéressant. Ok. bien sûr. Très bien. J'ai l'impression que la défisque, quand même, ça reste un marché d'intermédiaire. Alors, je me fais un peu punchy volontairement, 100%. mais ouais, Tu as voilà. raison, Et du coup, 100%. comment ça se passe en fait? C'est quoi le workflow des intermédiaires sur un Pinel, par exemple, pour revenir sur le Pinel? Alors, comprendre comment sont rémunérés. Tu peux faire différentes choses. Moi, sur le conseil, je peux très bien facturer de la rémunération, ne serait-ce que sur le conseil, etc. On a arbitré un choix, c'est de se dire pour l'instant, on est gratuit, on l'est encore. C'est-à-dire que on vous conseille, si vous faites l'opération avec nous, ben, on est rémunéré par le promoteur. D'accord? C'est les partenaires qui nous rémunèrent. Le promoteur, en fait, il faut que tu comprennes que quand il va lancer une opération, il a un foncier, il va monter une opération, je sais pas moi, à Tours, voilà. Donc, il va faire une opération de 100 logements. Donc, son métier, lui, c'est pas de vendre du logement, c'est de le construire, c'est de le bâtir, c'est de trouver du foncier et c'est surtout qu'il s'écoule vite. Pourquoi? Parce que il y a des notions, plus tu écoules vite, plus tu as effectivement la garantie financière d'achèvement qui arrive, donc tu es sûr que ton opération arrivera au bout et puis ça permet de financer la construction. Et puis le promoteur, pourquoi c'est un marché d'intermédiaire? Je te l'ai dit tout à l'heure, le type qui veut faire un Pinel tout seul, qui a pas fait gaffe au plafond des loyers,
qui n'a pas fait gaffe au plafond des niches fiscales, qui n'a pas fait attention au plafond des prix au mètre carré, qui a une TMI à 45. Il a voulu faire son Pinel tout seul, il s'est planté. Et c'est arrivé, on en a, comment dirais-je, auditionné un paquet comme ça de personnes qui se sont trompées et qui n'avaient pas du tout la rentabilité qu'ils pensaient avoir. Donc déjà, il y a une espèce de complexité sur le plan de l'avantage fiscal et de l'investissement immobilier. Toi, Julien, tu es au fait de ces choses-là, tu as un podcast sur le sujet, tu es investisseur toi-même, donc tu connais un petit peu tout ça, mais c'est combien d'heures de lecture, Ah non, mais c'est de certain, prise oui, oui, d'information? oui. C'est Ouais. des milliers d'heures finalement, et c'est ça qui t'a rendu expert et qui finalement pourrait te permettre toi aussi de conseiller tout un chacun dans l'investissement immobilier. Mais c'est un marché d'opérateurs pour une raison simple, c'est que le promoteur, c'est pas son job. Et donc, et surtout, il est en concurrence. Je veux dire, quand tu construis une opération à Tours, tu fais de la publicité sur ta résidence de Tours. Bon, bah, il y a Nexity qui est à côté, il y a Cogedim qui est pas loin, t'as Bouygues qui en a une là, t'as un autre promoteur, Marignan, qui en a une là. Donc, toi, tu fais de la pub pour tout le monde, en fait. Parce que la personne qui va acheter du là va se dire, bah, ouais, alors il y a le tien, puis il y a quoi d'autre, quoi? Et puis, il va regarder un petit peu ce qu'il y a tout autour. Donc, le promoteur, lui, il détermine dans l'assiette de vente ce qu'on appelle des frais de commercialisation. Qu'est-ce que ça veut dire, ces frais de commercialisation? C'est les frais marketing. Il a un coût. Bulle de vente, plaquettes, rémunération des commerciaux en interne, publicité sur Internet, publicité 4 par 3. Bon, bah, tu sais, quand tu payes quelqu'un en France, un commercial, tu as les charges patronales, etc., etc. Donc finalement, lui, il va déterminer que pour commercialiser tous les lots, c'est 5% du montant de l'opération en frais de commercialisation. Plus je vends vite, je préfère redistribuer ces frais de commercialisation que m'embêter moi-même à vendre, à faire de la pub, à être en concurrence avec les autres. Donc les deux raisons, c'est qu'un, le promoteur, il a une opération sur un instant T et il est en concurrence avec les autres, donc c'est difficile d'en faire la publicité. Et de deux, c'est effectivement qu'il ne sait pas arbitrer avec les investisseurs. Il ne va pas te conseiller sur l'investissement locatif, il ne va pas s'amuser à déclarer tes impôts pour toi, il ne va pas te chercher ton financement pour toi, il ne va pas faire tout ça. Donc voilà pourquoi c'est un marché d'intermédiaire. Et c'est même un marché d'intermédiaire, y compris sur la résidence principale, parce que nous, on fait effectivement de l'investissement immobilier, que ce soit les lots des fiscs, mais aussi du LMNP, de la colocation, etc. On fait tout. Mais dans le neuf, on fait aussi de l'accompagnement sur l'acquisition en achat de résidence principale, qui est souvent assez oublié comme espèce de petite martingale, mais tu sais que quand tu achètes dans du neuf, surtout quand tu es jeune acquéreur, primo-accédant, bah, tu as des avantages. C'est-à-dire qu'effectivement, tu as le prêt à taux zéro, par exemple. Donc, le prêt à taux zéro aujourd'hui, quand tu as 0%, alors que les taux sont à 3, 3,50, je te laisse imaginer quand tu as 40% de ton bien qui est financé avec 0% de taux d'intérêt. D'accord? Ouais, c'est sûr. Donc, c'est un vrai avantage. Et puis, parfois, tu as la TVA réduite aussi également, puisque dans le neuf, tu payes de la TVA sur le logement. Tout objet neuf vendu est soumis à la TVA. Et donc, effectivement, tu peux l'acheter avec une TVA réduite à 5,5% au lieu de 15%. Quand tu cumules prêt à taux zéro, TVA réduite à 5,5%, en fait, tu achètes de l'ancien, enfin, tu achètes du neuf T'achètes du au neuf au prix prix de de l'ancien. l'ancien, Ouais. exactement, avec des avantages en termes d'intérêt d'emprunt, etc. Donc, c'est quasiment imbattable aujourd'hui. Et puis, surtout, ben oui, tu as un logement qui ne te coûte pas cher derrière. Donc, on s'est spécialisé aussi là-dessus. On a une verticale sur l'acquisition parce qu'effectivement, on se rend compte qu'il y a plein de gens. Comment c'est venu? C'est venu simplement parce que nous, on a audité des jeunes cadres qui démarraient et puis qui gagnaient 2500 euros ou allez, 3000 euros net, puis qui se retrouvaient avec 300 euros d'impôts par an et qui voulaient défiscaliser. Bon, est-ce que vous avez déjà acheté votre résidence principale? Ben non, pas encore, etc. Bon, bah, réfléchissez, il y a d'abord des choses que vous pouvez faire sur l'accession avant d'aller vers l'investissement locatif. Et donc, souvent, c'est des gens qu'on a réorientés. Puis surtout, un premier achat, tu le sais, quand tu achètes un petit deux pièces ou même un studio qui est ton premier achat, ça peut être ta résidence principale pendant 3, 4, 5 ans, puis au moment où tu dis, bon, bah, je vais m'agrandir, je le revends, ben non, je le revends pas. Je le mets en location, mon logement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et ouais. donc, effectivement, on fait aussi cet accompagnement-là. Et du coup, vous, pour rester justement objectif sur à peu près toute l'offre du marché, comment vous fonctionnez? Parce que moi, si tu veux, j'ai en tête, mais peut-être à tort, que par exemple, si tu t'adosses à un CGP, donc un conseiller de gestion de Ouais. patrimoine, souvent, il va évidemment te pousser des produits sur lesquels il est commissionné ou sur lesquels il a vraiment un intérêt. Ça reste du Bien business, du sûr. commerce, Et, comme oui, une oui, banque ça va reste te du but. pousser ses Pinel à elle, etc., Comme, du même groupe. Voilà. Comment comme, comme, vous comme, objectivez comme le votre boucher conseil? quand il vend sa viande Exactement, il va pas est te dire que rémunéré, comme le Carrefour, voilà, voilà, comme voilà. l'Intermarché où tu vas faire tes courses, comme tout le monde, comme le coiffeur, etc. Bon, en fait, ce qui va faire que nous, on est différents, je t'ai parlé tout à l'heure d'une notion de bienveillance. La bienveillance, c'est sur
effectivement la stratégie, c'est-à-dire ne pas emmener des gens, comme je viens de te le citer, c'est-à-dire quelqu'un qui a 25 ans, on va pas lui faire faire un Pinel. Voilà, pas tout de suite. En tout cas, pas tout de suite. On va lui proposer autre chose en attendant, c'est-à-dire plutôt de l'accession en résidence principale. La bienveillance, c'est de ne pas regarder le montant des frais de commercialisation, mais c'est de regarder les opérations, en fait. Tu vois? C'est dire, est-ce que cette opération-là, elle est bonne? Est-ce que le rendement locatif est bon? Donc, on va faire des projections. On va simuler. On connaît nos secteurs, on sait les opérations qui sont bonnes. Tu vois, moi, hier à 18h30, j'ai une directrice de la prescription de chez Édouard Denis qui m'a appelé pour me dire, mec, je viens de rentrer ça. On a de la livraison immédiate sur des T4 sur tel secteur à Rouen, ça se loue comme des petits pains en colocation. Bah ouais, je regarde, hein, tu peux louer 1 200 euros en crédit à 1 000 euros, Ouais. 1 100. Donc, tu vois, effectivement, elle Mm. m'appelle, etc. Donc, on est au fait aussi des bonnes opérations. Donc, typiquement, on va plutôt regarder l'opération, on va ne pas regarder les frais de commercialisation. S'ils sont à 4-5%, 6%, bah, c'est très bien, tu vois, pour nous. Mais on se concentre sur l'opération et puis on se dit, tiens, moi, je suis mon client, Martin. J'ai 32 ans, je suis déjà propriétaire de ma résidence principale, j'ai gagné 4 000 euros. Si je fais cet investissement à Rouen, là, ce T2, à, je sais pas, à 190 000 euros, ouais, j'ai 3 500 euros d'économie d'impôt. Est-ce que ça marche? C'est quoi les projections? Ouais, ça marche, mais il est bien en fait cet appartement. Bah, je le présente. Si je me dis, ah non, l'expo est pas bonne, la rentabilité est pas bonne, le promoteur est moyen, puis c'est livré trop tard. Bon, bah, je vais pas lui présenter ça. Et si tu veux, on va partir d'un spectre très large d'opérations pour les resserrer. Donc, nous, on a ce qu'on appelle des tableaux comparatifs. Nous, quand on fait une présentation de logement, on va repérer 7, 8 opérations, on va mettre les lots, on va les ranger, typologie, etc. Prix au mètre carré versus prix au mètre carré de l'ancien, rendement, économie d'impôt, potentiel de plus-value, etc., etc., etc. Ce qui fait que l'on permet de resserrer sur les meilleurs produits. Donc, notre idée, c'est de resserrer sur les meilleurs produits. Maintenant, il n'y a pas un produit qui est le meilleur de tous, etc. Il y a plusieurs produits et dans cette masse d'offres, eh ben, il y en a 15-20% qui sont le top. Bah, resserre-toi sur les 15-20% qui sont le top. Si toi, Julien, tu à Toulouse, eh bien, moi, j'ai peut-être pas envie d'investir à Lille. Moi, je pense que il faut pas se concentrer là-dessus. Ce qui compte, c'est l'opération en elle-même. Mais admettons, peu importe, parce que dans le neuf, il se passe rien. Donc, tu n'as pas besoin d'être près de ton logement parce que tu vas avoir un artisan qui va venir faire des travaux. Tu as quand même du turnover, quoi, si tu délègues la location à la gestion, quoi. Bah, très peu en fait. Tu as très peu de turnover sur du neuf en fait. Sauf si tu as un studio. Mais tu vois, tu as un T3 que tu loues 600 euros ou 700 euros à Lille Oui, avec c'est un du nu parking à aussi, c'est du l'intérieur. nu aussi, donc ça tourne moins vite que le C'est meublé. du nu, Mmh. c'est 3 ans, exactement. C'est du 3 ans, le bail dure 3 ans. Ouais, bon, ça le bail dure 3 ans, mais ça, il se barre quand il veut quand même, mais c'est pas, ça ça Bien ça évidemment, ça il ça s'en va. n'engage que le propriétaire. Ça n'engage que le propriétaire, mais si tu veux, pourquoi tu quittes un logement qui est neuf, qui te coûte pas trop cher, où tes charges d'électricité sont faibles? Si tu pars, c'est parce que tu as envie d'acheter autre chose. C'est rarement où tu as envie de t'agrandir, mais où tu as envie de devenir Oui, propriétaire, c'est rarement mais parce que tu te tu y es barres pas pas. bien. Mmh. Voilà, tu ne t'en vas pas parce que tu es pas bien. Ça, c'est pas vrai. Ça n'existe pas. Et je pense qu'il faut. Je sais pas si toi, Julien, tu as eu l'occasion d'aller dans des belles résidences neuves, de visiter, d'être dans un appartement neuf de qualité, mais quand tu vis dedans, tu as beaucoup de gens qui disent: «Ah ouais, mais effectivement, ça n'a strictement rien à voir, quoi. Mmh. Et j'ai pas chauffé, et cetera». Ah, même ils me dire qu'il y en a qui ont trop chaud. Ouais. Les gens qui aiment bien le froid, bon, bah voilà. Mais effectivement, sinon, il y a pas de sujet, quoi. Tu es chez toi, tu entends personne. C'est beau, c'est propre, c'est neuf. Bon, bah là, c'est comme une voiture neuve et une voiture un peu ancienne et Bien sûr. cabossée et avec les équipements un peu Soit elle a anciens. beaucoup de charme et donc c'est un monument historique, soit Soit, soit voilà, soit voilà. effectivement elle a des Ouais, chromes et que c'est une belle voiture de collection, soit si c'est une voiture du début des années 2000, voilà, avec les mmh, boutons pour la clim qui sont moyens, etc. Donc, ouais. tu vois, le confort, il se joue là aussi. Et souvent, l'investisseur, il pense pas forcément, ce que tu disais, euh, à son locataire, il pense à son rendement. Mmh. C'est très bien, il faut qu'il regarde son rendement, etc. Mais qu'est-ce que je vais offrir à mon locataire? Combien de temps il va y rester? Si je veux offrir un super truc, si dans des zones, tu sais, où il n'y a pas trop de tension locative, tu m'as parlé d'Albi tout à l'heure, etc. Ben, qu'est-ce qui va se passer si tu as 15% de tension locative, c'est-à-dire de vacances locatives, dirons-nous? Ouais. Ben, pour pouvoir louer ton bien, il va falloir qu'il soit nickel, donc tu es engagé des beaux travaux, Mmh. et il va falloir que ton loyer il soit concurrentiel par rapport à ce qui se fait d'autre. Tu vois. Si j'ai 50 T2 sur le centre-ville de disponible
à 600 et que moi j'arrive à 500 avec des super travaux, ben je le loue, tu vois, en fait, Ouais, en ouais, bien vérité. sûr, bien sûr. Mais souvent, pour faire même si le prix au mètre carré est pas cher, tu vas devoir engager des travaux qui vont être importants, etc., pour le rendre concurrentiel. Donc, c'est pour ça que quand tu es vraiment à la périphérie des villes où des prix au mètre carré sont pas très élevés et tu peux espérer des rendements locatifs importants, bah, en vérité, si tu fais pas les super travaux, si tu n'as pas un avantage concurrentiel et que tu n'as pas un loyer, on va dire, attractif, bah, tu loues pas ou tu as de la vacance locative, etc. Voilà. C'est vrai, Et donc, c'est ça, vrai. c'est des critères qu'on prend pas forcément en compte. Donc, c'est du coup des investissements qui sont un petit peu plus chronophage en termes de temps, tu vois? Donc il faut avoir de l'appétence pour ça. Quelqu'un qui achète dans le neuf, il se dit: «J'ai pas envie de m'en occuper. Moi, vous m'avez trouvé quelque chose qui me coûte 200 € par mois, je reviens dans 15 ans, je récupère, 100 000 € de capitalisation, 90, que sais-je, et cetera. On m'a fait économiser de l'impôt. Moi, ça me va, j'ai pas à regarder. Nous, on va gérer tout derrière», tu vois? Bon, évidemment, il y en a beaucoup qui mettent un petit peu d'affect en investissement immobilier, tu le sais. Bien sûr. L'immobilier, voilà. Bon, après, il y en a qui sont, c'est les chiffres qui m'intéressent. Ouais, ça me va, c'est bien, c'est propre. Il y en a qui vont y mettre beaucoup, beaucoup d'affect, etc. Souvent parce que parfois c'est le premier, etc. Quand c'est ton deuxième, troisième, bon, t'es moins regardant. Moi, j'ai plein de clients qui ont fait de l'ancien, hein, et qui viennent parce qu'ils se disent, bon, bah, en fait, quand même, malgré tout, on a fait de l'ancien, mais on n'a jamais rien fait pour nos impôts, quoi. Et Mmh. malgré tout, tous les deux, on en paye 12 000, quoi. Il y a peut-être quelque chose à faire à un moment. Bah ouais, il y a quelque chose à faire. C'est pas parce que tu as déjà fait d'investissement dans l'ancien que tu peux pas faire de la défiscalisation. Donc effectivement, il faut regarder en détail les personnes. Donc on a vraiment tous les profils. Primo investisseur, secondo, terceau, celui qui veut défiscaliser, du cadre qui gagne très très bien sa vie à la personne qui gagne 3 000 € de revenus, 3 500, tu vois. Et puis on va adapter le discours, la stratégie avec ça. D'ailleurs, tu plutôt, votre clientèle, c'est quoi? C'est plutôt les salariés à ca en règle générale, en majorité? Alors on a profession libérale. Ah ouais? Et oui, plutôt cadre, salarié, pas mal de gens dans la tech, ou alors des fonctionnaires, tu vois, couple fonctionnaire, 50 ans, 45, qui gagnent, plutôt aux fonctionnaires, bon, on va dire cadre de la fonction publique, qui sont nos clients, mais il y a une telle diversité, ouais, avocats, même, enfin, tu vois? Ouais, On a ouais. de tout, ingénieurs, voilà. On a eu pas mal de gens dans la tech, c'est vrai, parce qu'il y a c'est des secteurs qui marchent bien. C'est les Les salaires qui sont ingés, plus importants. effectivement, voilà, Mmh. les développeurs qui ont des bons salaires, qui peuvent switcher d'un poste à un autre parce que la demande est très forte. Voilà, donc on a un peu de tout, mais oui, plutôt cadre sup et profession libérale ou cadre de la fonction publique. Voilà. OK. Donc finalement, c'est un bon panachage de la société française. Ouais, donc ça s'adapte vraiment à tout le monde, c'est juste une question de chiffres Bien effectivement, comme sûr, tu le disais. bien sûr. Est-ce qu'on peut quand même trouver, tu parlais tout à l'heure d'un exemple à Rouen que tu as eu hier soir, 1 200 € de loyer, Ouais, 1 000 € de crédit, donc bon, quand tu rajoutes le foncier, les charges de copro et cetera, tu es quasiment à tu équilibre quoi. l'autofinancement, Ouais, ouais, voilà. ouais, Sur quasiment, ouais, ouais. ça dépend, voilà, ça je pense que ça dépend aussi de la période, sur laquelle tu peux emprunter. Est-ce que justement, les banques, prêtent, sur les mêmes durées que l'ancien? Et si oui, est-ce qu'on peut trouver quand même des Pinel en autofinancement? Très compliqué de trouver du Pinel en autofinancement. Mmh. Hem, on peut trouver des Pinel avec 100, 150 € d'effort d'épargne si en face, on met vraiment tout ce que je t'ai dit. C'est-à-dire, en fait, ça va être ISO entre ton loyer perçu, les économies d'impôt qui tombent et ton crédit, tu es ISO, hein, tu es à peu près pareil, hein, il y a pas de différence. Mais si tu rajoutes derrière que tu as une taxe foncière quand même malgré tout à payer, même si pendant 2 ans tu as une exonération, c'est l'un des avantages du neuf. Tu as, la gestion locative si tu la délègues. Bah, effectivement, tu as de la gestion locative, tu as de la fiscalité foncière au bout d'un certain nombre d'années. Au bout de 5 ans, 6 ans, 7 ans, tu vas avoir de la fiscalité foncière. Donc trouver une opération au Pinel sans, en cash flow positif, non, en vérité, si tu mets tout bout à bout, ça n'existe pas. Et je vais te dire pourquoi aussi, ça c'est important parce qu'en Pinel, tu ne mets jamais d'apport. L'intérêt, c'est pas de mettre de l'apport puisqu'effectivement, tu es en location nue. Tu ne mets jamais d'apport. Donc tu veux faire du cash flow positif dans l'ancien, on pense pas à tes impôts, bah, j'ai envie de te dire, achète un bien à 200 000, mets 50 000 € dedans, bon, bah, tu seras en cash flow positif, en tous les cas, sur le papier, tu vois ce que je veux dire. Et dans l'ancien, ça peut faire sens, toi, tu vas le mettre en meublé, tu vas faire de l'amortissement et du coup, tu vas pas générer de fiscalité foncière. En Pinel, non, il va falloir que tu attendes. C'est-à-dire que tu peux faire un 6 ans en Pinel. Si l'envie te prend au bout de 6 ans de te dire, bah, voilà, j'ai économisé, je sais pas, 30 000 € d'impôts, je le switch en meublé,
puis j'ai envie de faire un petit remboursement, hein, j'ai envie de remettre l'apport que j'aurais dû mettre, bah, tu le mets l'apport, tu le mets, si tu veux mettre 30 000 ou 40 000 euros sur la table que tu as en épargne, bah, tu les mets sur ton opération et tu seras en cash flow positif dès que tu vas basculer, tu vois. En fait, tu peux imaginer tout un tas de stratégies, tu vois, de scénarios en immobilier. Mais non, cash flow positif, juste parce que tu ne mets pas d'apport. Il ne Ok. faut pas mettre d'apport, d'accord. Et on te finance, en plus, les banques financent à 110% quasiment tout ce qui est neuf, elles aiment bien. Elles ne te demandent pas d'apport, pourquoi? Parce que souvent, les frais de notaire, c'est 2% dans le neuf, tu vois. Hmm. Oui, il y a pas de Versus frais. Il 8. y a pas de frais. C'est vrai que souvent, elle demande les Eh frais oui. plus un petit Et peu. puis, Ok. et puis il y a les frais d'agence. Dans un achat dans l'ancien, souvent, sauf si tu achètes de particulier à particulier, mais souvent, tu as les frais d'agence à payer, hein. Tu Bien sais, sûr, oui, souvent on oui, dit, oui. ah, le neuf est plus cher que l'ancien. En fait, quand tu regardes les prix de l'ancien sur Internet, les prix qui sont affichés sont les prix net vendeurs. Oui, oui, Ce oui. ne sont pas les prix avec commission d'agence, alors que les prix du neuf, c'est les prix tout compris. Tu vois ce que je veux dire? Donc effectivement, la banque va financer plus facilement du 110% sur du neuf. Nous, on nous demande quasiment jamais d'apport. Et si on te demande de l'apport, on va te demander les frais de notaire. Bon, voilà, sur un bien à 200 000, c'est 4 000 euros le frais de notaire. Même en ce moment, du coup, ça s'est pas un peu restreint au niveau des conditions d'octroi sur le neuf? Moi, on m'a demandé les frais de notaire, j'ai eu des taux à 2,45 là, pour certains, pour des clients récemment, tu vois. Après, j'ai plus du 3, du 2,90, etc. Mais non, on m'a, là, sur les 3 derniers financements que j'ai sortis là, les derniers jours, j'en ai un où on me demande les frais de notaire, donc sur une opération à 165 000 euros. Un autre, bah, et les deux autres, pas d'apport. Non, pas d'apport. Voilà. Ok. Et financement à 110%. Voilà. Ok, très clair. Je reviens juste sur, tu disais, par exemple, garder 6 ans, c'est intéressant, passer en meublé derrière, ça, enfin, c'est intéressant, ça peut être en tout cas Exactement. intéressant Ouais, ça selon, peut être, voilà. ouais, une Euh, optimisation, bien sûr. donc, si je refais pour être sûr d'avoir bien compris, si tu t'engages 9 ans, ta déduction Ouais. d'impôt, c'est 2% du montant du Sur projet, le Pinel Plus, oui. sur le Oui, sur Pinel du Pinel Plus. Plus. Oui. Ok. Ouais. Si c'est 6 ans, c'est quoi? 6 ans, c'est toujours 2% C'est toujours 2%. sur 6 ans. D'accord. Voilà. Ok. En fait, tiens, pour résumer, le Pinel Plus, il est conditionné à plusieurs euh, critères. Le premier, c'est que ça soit en réglementation environnementale 2020. Tu sais, on a eu la réglementation thermique 2012. Hmm. Voilà, bon, bah, c'est sur l'isolation. La RE 2020, c'est toujours la même chose, c'est l'isolation du bâtiment, mais on va se concentrer sur, comment dirais-je, les émissions carbone produites pour la réalisation de l'ouvrage. Et donc, on va demander des isolants plus naturels, c'est-à-dire du bois, ce genre de choses, et pas d'isolants chimiques. On va faire attention à la construction, mais finalement, la performance du bâtiment, elle est la même. Pour avoir du Pinel+, il faut être en réglementation environnementale 2020. Donc, il n'y a pas un choix pléthorique là-dessus. Puis, il faut respecter un certain nombre de critères, type surface minimum. Tu vois, le T2 il doit faire 45 mètres carrés, le T3 il doit faire minimum 60 mètres carrés, avoir double exposition, 5 mètres carrés d'extérieur, etc. Ouais, ça Ah ouais, c'est quand c'était même déjà assez restreint. complexe Ouais. et Hmm. ouais, ça c'est restreint. Sinon, le Pinel normal, aujourd'hui, on est à 1,75% du montant du bien, frais de notaire inclus, sur les 6 premières années. Et puis ensuite, on bascule derrière en termes de réduction. On est sur du 1,50 et puis on finit à 0,75 sur la fin. Ok, alors que sur le plus, c'est flat. Ça bouge pas, que ce soit 6 Alors que ans, sur 9 le ans. plus, c'est flat, ouais, exactement. Ok, ok. Ouais, 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 ouais. En fait, en gros, le Pinel normal, c'est devenu 1,66 pour 9 ans, tu vois, ou 1,75 Ouais, donc tu sur pondères, 6 enfin, ans, quoi. ok, Voilà. tu fais ta Ouais, moyenne, tu quoi. pondères, Ok, exactement. ok, ok. Et Bon, tu fais très ta clair. moyenne. Impeccable. Est-ce que tu vois des choses qu'on n'a pas traitées? Il y a d'autres dispositifs peut-être fiscaux qu'on peut pas, on va peut-être pas rentrer dans le Déficit détail, mais foncier, alors oui, on a le déficit foncier, il y a des opérations en déficit foncier qui existent, notamment je pense aux ouais, gens qui ont déjà des revenus fonciers très forts, mais il y a un moment, tu peux pas t'inventer des travaux, Julien, tu vois, ouais, admettons que ouais, ouais. tu as 55 ans, tu as un bâtiment entier à Toulouse qui est 100% remboursé, tu es en bénéfice foncier maximum, bon, bah, tu as beau faire ce que tu veux, tu prends de la fiscalité foncière dessus. Bah là, il existe des opérations où tu peux acheter un logement en opération de déficit foncier sur le même ratio qu'on je t'ai dit tout à l'heure, tu as Malraux, 80% de travaux, 20% de foncier. Bon, bah là, tu viens gommer ta fiscalité foncière, parce qu'on sait que la fiscalité foncière, c'est ce qu'il y a de plus fort. C'est TMI quoi? plus C'est CSG, de CRDS. Normandie? C'est ça? De Normandie? Non, non, Non? non, non, c'est des opérations en déficit foncier. Voilà. D'accord, vraiment déficit foncier. Voilà, Ok. ouais, le de Normandie, c'est le même principe que le Pinel, sauf que c'est sur de l'immobilier ancien, Ouais. complètement réhabilité et mis au goût du jour, mais il y a un choix qui est très faible et c'est surtout sur des secteurs, c'est les villes vraiment moyennes, tu vois. Ok.
Ok. genre Nevers, genre Cognac. Voilà, donc t'es pas à Lille, t'es pas à Bordeaux, t'es pas à Marseille, t'es pas à Rennes, t'es pas à Toulouse, tu vois. Mais il faut que ce soit l'opérateur, lui, qui ait fait en fait la réhabilitation Oui, en amont, c'est ça? oui, 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 Ouais, oui, 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 oui. Il faut qu'il y ait un certain minimum de temps. Mais c'est dur de budgéter les travaux, tu le sais. ouais, C'est pas ouais, ouais. donné à tout le monde. En fait, toi, tu peux le faire parce qu'effectivement, tu fais des opérations de marchand de biens, tu as un background là-dessus, puis tu es passionné, puis c'est peut-être une de tes activités. Mais monsieur tout le monde, tu vois, tu as 3 enfants, tu travailles 40 heures par semaine. En fait, t'aspires à partir en vacances, t'occuper de tes enfants et t'as pas envie de t'occuper d'une opération, quoi. Surtout si les travaux représentent 70% ou 80% du Bah, projet, quoi. t'imagines. Parce que là, c'est Voilà, un chantier. t'imagines bien. Voilà, et puis il faut les budgéter, les travaux, et puis il faut être sûr qu'ils soient exécutés comme il faut. Enfin, tu vois, et l'artisan qui va s'en occuper, etc. Dans du neuf ou dans de la réhabilitation, toutes les assurances, elles sont prises par l'opérateur. Puis l'opérateur, il a l'habitude, c'est peut-être sa 10e, sa 15e, sa 50e opération qu'il fait. Ou pour les promoteurs, c'est sa 1000e. Quel est le sujet? Il sait maîtriser ça, tu vois. Ok, très Alors, clair. voilà, Impeccable. Emeric, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter? Je pense que ça fait 1 heure qu'on discute de défisques, c'est pas mal. Moi, j'en connais c'est un peu ça, plus maintenant, c'est en pas tout mal, cas. hein. Euh, Bah oui, oui, oui. Bah, sur ce que je t'ai dit, en fait, l'idée, c'est, en fait, il faut étudier, donc regarder le dossier. Donc, j'ai envie de dire, bah, les gens, ils nous contactent, ils disent, voilà, moi, ma situation, c'est ça, mes envies, c'est ça. On regarde s'il y a quelque chose à faire, et puis ensuite, on fera de la pédagogie, puis on fera de la projection dans les chiffres. Donc, en fait, c'est ça, l'idée, c'est de se projeter. Et puis surtout, il faut arrêter d'écouter les détracteurs qui citent des exemples d'opérations complètement ridicules, parce que même moi, à l'envers, je pourrais le faire sur de l'ancien. ouais, Regardez, c'est nul l'ancien. J'ai acheté un immeuble de rapport en banlieue de Périgueux. Finalement, je pensais louer chaque appartement 500 euros, je les loue 250. J'ai acheté mon immeuble 100 000 euros, oui, mais j'ai fait 150 000 euros de travaux. Donc, du coup, sur le mètre carré au global, je je suis suis hors beaucoup du plus marché. cher que le marché. Je suis hors du marché, etc. Tu vois, en fait, citer et dire, bah, il y a tellement de vacances locatives que finalement, bah, là où je pensais rentrer 8 000 euros de loyer par an, j'en rentre que 5 000. En fait, c'est une mauvaise opération. Bon, bah, c'est que tu as raté, en fait, ton opération. Il n'y a pas des mauvais immeubles de rapport comme il n'y a pas il y a des bonnes opérations. Et du coup, il faut vraiment sortir de ça. Les gens qui t'expliquent, en fait, ce qu'il faut faire, c'est de l'immobilier, c'est de l'immeuble de rapport, pas cher, faire des max de travaux, faire du déficit foncier, etc. Et c'est super et c'est top. Ils ne se rendent pas compte que c'est des choses qui sont chronophages et ça va parfois mettre plus d'1 an. Alors que nous, on peut faire des opérations en 1 mois, c'est plié. C'est-à-dire qu'on a étudié le projet, 1 mois plus tard, on a trouvé le projet et puis c'est parti, quoi, tu vois. Donc, c'est pas les mêmes choses. Donc, ouais, arrêtez d'écouter les gens, surtout qui parlent du Pinel sans le connaître. Et vous aussi des exemples de Pinel à Valenciennes avec un médecin généraliste qui n'avait rien à faire ni sur le Pinel, Oui. ni sur Ouais, Valenciennes. ouais. Voilà, tu vois le truc. Et qui a signé Voilà. rapidement Et en j'aime bas bien. de en bas de la Et foulée. voilà, que les gens qui habitent Valenciennes, qui ont des amis qui habitent Valenciennes, m'excusent. Je n'ai rien contre Valenciennes, mais pour le Pinel, c'est pas bien. C'est certainement très bien pour des petits immeubles de rapport, potentiellement, et je ne sais pas. Mais alors, pour le Pinel, c'est pas forcément le lieu, tu vois. Moi, je prends Mais Saint-Étienne comme exemple souvent, tu vois. ouais, ou bah, t'as Saint-Étienne, voilà, voilà. Et que nos amis de Saint-Étienne nous pardonnent. Voilà. Saint-Étienne est une belle ville, voilà, exactement. Bon, ben, merci beaucoup, Emeric. Du coup, si on, pour Ouais, vous merci contacter, Julien. c'est papillonpatrimoine Point toutattaché.fr. faire, exactement. T'as vu, j'ai bien révisé. Du Bien. coup, vous avez tous les simulateurs dont on a parlé au début de l'épisode Ouais, il y a dessus. tous les Donc, simulateurs. Pinel, Malraux, Monument historique, SCPI, puisqu'on fait également de la SCPI, notamment pour les personnes, parce que ça reste de l'immobilier qui veulent investir leur épargne autre que sur leur compte courant ou sur de l'assurance vie super ouais. fiscalisée. Voilà, plein de Vous choses pouvez à faire. accompagner sur du levier aussi avec vos partenaires bancaires sur la SCPI ou c'est que Oui, pour placer de l'épargne? alors, oui, on peut, mais tu sais, en SCPI, le problème, c'est que la SCPI, il y a une décote sur les revenus. C'est-à-dire que la banque, elle va considérer, si tu as 5% de rendement sur ta SCPI, donc tu touches 1 000 € de loyer, admettons, elle va dire que tu en touches que 500. Donc, il y a des effets sur l'endettement qu'il faut savoir pouvoir calculer. Je trouve que moi, la SCPI, ce qu'il y a de meilleur en SCPI, c'est quand tu as du capital à placer, du Ouais. cash, que tu n'as pas envie de prendre de risques, mais que tu veux un super rendement, bah, le couple rendement-risque de la SCPI est imbattable. Tu es sur du 5% de rendement moyen, c'est adossé à des biens immobiliers, tu n'as aucun risque. Tu vois, limite, c'est du même niveau de risque que l'assurance vie en fonds euros, Ouais. qui rapportait Mais du 2, avec un tu rendement vois, du 1 ou différent. du, Ouais, c'est sûr. mais avec un rendement différent. Mais c'est le même niveau de risque. En fait, juste en dessous, c'est le livret A.
Donc, tu as du cash à placer, tu es à la retraite, tu as revendu ton entreprise, tu as touché un héritage, tu n'as pas forcément besoin d'utiliser l'argent, tu n'as pas envie de t'embêter avec de l'immobilier, avec des locataires, etc. Parce que si c'est pour acheter cash un bien et faire du rendement, bon, moi, je trouve que l'intérêt de l'investissement immobilier, c'est quand il y a le levier bancaire, hein, c'est le levier d'endettement qui Bien sûr. est intéressant. Et c'est pas de mobiliser forcément de l'épargne dessus. Donc, effectivement, la SCPI peut être très bien faite là-dessus. Il faut être juste vigilant sur la SCPI. Il ne faut pas regarder que le rendement, parce qu'effectivement, si tu as du rendement sec, tu achètes 100 000 euros de SCPI, c'est comme si je te mettais 100, et que ça te verse, je sais pas moi, 5 000 euros de revenus annuels net. C'est comme si je t'augmentais de 5 000 euros. Donc, ta TMI, c'est du revenu foncier. Donc, il faut être regardant sur les bâtiments où ils se trouvent. C'est-à-dire qu'il y a un peu d'exposition en Europe, etc. Faut pas, c'est très bien, tu peux avoir des SCPI à 6% de rendement, mais 100% françaises, bon, bah, tu te fais massacrer sur la fiscalité, puis finalement, en fait, tu n'as gagné que 3% de rendement. Tu vois. Et tu peux avoir de la fiscalité, tu peux avoir des rendements affichés à 5, et en fait, comme il y a beaucoup de biens qui sont étrangers, bah, ton rendement net, il est à 4, 4,20. Ouais, ok. Ça, c'est bien. Ça, c'est moins Pourquoi? bien. Mais ça Grâce aux conventions de non-double imposition ou pas du tout en ouais, fait? c'est en fait simplement parce que la fiscalité foncière, elle est payée à la source dans chaque pays. Ouais, voilà. Donc, Et donc, admettons que tu et aies donc elle est meilleure. 70% de tes biens qui sont en Allemagne, 70% des bâtiments qui sont en Allemagne, des bureaux en Allemagne, 30% de tes bureaux qui sont à la Défense. Bon, bah, déjà, et tu touches toi 10 000 euros de loyer parce que tu as placé, je sais pas, 1,5 million de l'autre côté. Bon, bah, tes 10 000 euros, il n'y a que 3 000 euros qui vont être fiscalisés à la fiscalité foncière. La fiscalité aura déjà été payée avant, et donc on te sert toujours du rendement net de charges, de gestion, de travaux en SCPI, d'accord. Et donc ça, c'est un véhicule qui est extraordinaire. Moi, je l'ai fait pour mes enfants, je l'ai fait pour moi. Enfin voilà, et puis moi, je sais que effectivement, à long terme, je vais pas m'embêter avec 3 à 4 appartements À gérer. qui traînent à la retraite à gérer. J'ai pas du tout envie. Ouais. Donc, si les SCPI sont toujours aussi bonnes dans 15 ans ou 20 ans, bon, bah, j'arbitrerai là-dessus, tu vois. Ok. Typiquement, voilà. Ok. Bon, Mais oui, intéressant. il y a tous les simulateurs là-dessus, même du PER sur le site du Papillon. Parfait. Papillonpatrimoine.fr. Merci beaucoup. Ouais. Merci Julien. Aymeric, à très bientôt, par-ci ou Ouais, avec un par-là. grand plaisir. Et Je te remercie beaucoup de m'avoir invité. Et puis c'est intéressant aussi d'échanger avec toi, parce qu'effectivement, tu as eu certainement eu des préjugés, etc. Et finalement, sur la défiscalisation, peut-être t'en feras, peut-être t'en feras pas, mais ça te donne un autre regard. mais je La paie pas trop façon dont d'impôts, moi. C'est ça ma grande force, c'est que je paie pas trop d'impôts, comme beaucoup d'entrepreneurs. On paye pas trop d'impôts. Ouais, On j'ai fait essaie de les attention. payer ailleurs. Ça, c'est la qualité. Ouais, la qualité. C'est vrai que par rapport aux salariés, l'entrepreneur, il peut se décider de moins se payer et de se payer sur des dividendes ou ce genre de choses. Mais malgré tout, l'impôt, il arrive toujours, hein, parce que Ouais, même si tu tout es à flat fait. taxé à 30, tu as toujours quelque chose. Tout à Effectivement, fait. ça coûte moins cher en charge patronale, etc. Ouais, c'est Ah bon, clair. il y a des optimisations. Discutons-en en fonction des profils. C'est ça qui est intéressant. Bon, ça roule avec plaisir, Aymeric. Merci encore à tout le monde aussi d'avoir écouté Merci, cet épisode. Julien. Évidemment, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous parce que c'est un sujet, encore une fois, qui est souvent mal adressé, comme le disait Aymeric. Donc, partagez pour que tout un chacun puisse comprendre l'intérêt de l'investissement avec un but de défiscalisation. Mais il ne faut pas que ce soit le but premier, on l'a dit tout à l'heure avec Aymeric. Ça reste de Attention, l'investissement voilà, immobilier. ça reste Exactement. l'investissement immobilier et le plus, c'est la défisque. Voilà. À la semaine prochaine à tout le monde. À bientôt, Aymeric. Salut. Ciao, ciao. Salut Julien, au revoir à tous. Merci. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore, je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.